Donc maintenant, j'aimerais vous parler du syndrome du gisant. C'est quelque chose que j'ai découvert donc en avril-mai 2001 et je vais essayer de le résumer en quelques minutes. Donc le syndrome du gisant, c'est la réparation automatique, transgénérationnelle, d'un ou de plusieurs décès injustifiés, injustifiables. Et les conséquences de cette réparation nous emmènent vers soit une maladie organique, soit plutôt quelque chose de psychique, psychologique, un mal-être, etc. Le terme de réparation est très important dans le transgénérationnel. C'est-à-dire que nous allons toujours, dans notre vie d'aujourd'hui, nous avons hérité donc d'une mémoire, mais les mémoires sympathiques, elles ne provoquent pas de symptômes. C'est toujours, au contraire, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Je dirais, c'est des éléments ressources. Mais là où ça fait un petit peu plus mal au niveau des dégâts, au niveau transgénérationnel, c'est les drames. Et dans les drames, vous avez plusieurs types de drames. Eh bien, nous sommes, je dirais, sans le savoir, inconsciemment chargés de réparer les drames. Et le syndrome du gisant va s'occuper donc d'une réparation de drames à type de décès injustifié, injustifiable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans les décès, dans tous les arbres généalogiques, il y a des décès, bien sûr. Mais il y a des décès qui sont admis et des décès qui ne sont pas admis. Admis égale le grand-père qui décède à 85 ans, il a fait sa vie, le deuil se fait assez rapidement, même si on souffre au moment du drame. Par contre, quand vous avez un enfant de 3 ans qui décède d'une maladie ou d'un accident, d'un jeune qui vient d'avoir sa moto et qui s'écrase ou qui est complètement explosé sur la route, à 18 ans, c'est horrible. Quand vous avez un enfant de 14 ans qui meurt d'une maladie, c'est injuste. Etc., etc. Et donc, c'est comme ça que, si vous voulez, qu'il y a ce drame qui est là. Et la particularité de ce drame, c'est impossible de cheminer normalement dans un deuil. C'est-à-dire qu'un deuil, normalement, évolue par étapes successives. Et ces étapes sont quasiment normales, c'est-à-dire qu'on passe plus ou moins rapidement dans une étape, etc. Et pour le grand-père qui décède à 85 ans, ces étapes se font en quelques jours, en quelques semaines. Par contre, comment voulez-vous éliminer de la mémoire le drame donc d'un enfant de 7-8 ans, de 3 ans, de 2 ans, ou même d'un bébé mort? C'est impossible, surtout pour la mère. Et c'est ce qu'on appelle les drames à type de décès injustifié, injustifiable. C'est-à-dire que vous pouvez donner n'importe quelle explication à ce drame-là. La maman, elle va souffrir toute sa vie, elle va s'en rappeler. J'ai vu un monsieur un jour qui me disait « Mais ma mère a 98 ans aujourd'hui, et dès qu'on évoque le prénom de sa fille, elle pleure encore aujourd'hui, 50 ans après le drame. » C'est-à-dire que ça va marquer son esprit, ça va marquer son corps, ça va marquer son psychisme, son âme, pendant des années jusqu'à sa mort. Et ce drame-là, si vous voulez, le deuil se bloque généralement à la tristesse. Et une des manières de réparer le drame, c'est de le ramener à la maison, de ramener le défunt à la maison. Et comment ramener le défunt à la maison? Il y a deux solutions. Soit on en fait un, c'est-à-dire qu'on va lui donner par exemple le même prénom que le gamin qui est décédé. Et là, les exemples, c'est ce qu'on appelle l'enfant de remplacement, quand c'est possible. C'est-à-dire que la maman, elle perd un enfant, elle est en âge de procréer, elle va en refaire un plus ou moins rapidement. Salvatore Dali, vous avez Vincent Van Gogh et de nombreuses célébrités dans le monde du sport ou du showbiz, etc. Mais aussi, il y a plein d'anonymes qui sont ce qu'on appelle gisants, c'est-à-dire enfants de remplacement. C'est ce que j'appelle le gisant horizontal, c'est-à-dire qu'il a été conçu dans la même ligne généalogique que le défunt, injustifié, injustifiable. Mais quelquefois, la maman ne peut pas procréer parce que son fils est décédé à 25 ans, par exemple. Et c'est la génération d'en dessous qui va s'occuper de la réparation. C'est-à-dire, c'est les autres enfants qui vont réparer. Et ils vont faire ce qu'on appelle un gisant vertical, c'est-à-dire plutôt le drame a lieu sur une branche supérieure de l'arbre généalogique et c'est une réparation qui est automatique, c'est-à-dire, je me suis aperçu, maintenant ça fait 12 ans
12-13 ans que j'ai mis en évidence le syndrome du gisant, ben ça se fait automatiquement, c'est-à-dire je ne cherche même pas à comprendre. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'homéostasie à la fois biologique et psychique. C'est-à-dire que les limites sont dépassées au niveau de la gestion de ce drame, et la solution, c'est de refaire le drame, refaire le défunt. Mais il y a une autre solution, c'est aussi de le ramener à la maison d'une autre manière. Exemple, je ne suis pas, moi, gisant. Par contre, je suis concerné. Et je vais chercher dans la nature, si je suis un homme, par exemple, chercher une femme qui a les caractéristiques du défunt ou de la défunte que je suis chargé de réparer. Il y a eu comme ça quelques homosexualités qui ont été montrées, parce que imaginez que moi je suis un garçon et on me demande de remplacer un garçon ou de ramener un garçon à la maison. Comment je fais? Eh bien, si je veux ramener un garçon à la maison, ben je deviens homosexuel pour pouvoir ramener donc pour ma mission, etc. Et donc, il va s'installer ce qu'on appelle une double contrainte chez ces gens-là. C'est-à-dire, d'un côté, je dois réparer, c'est-à-dire faire le mort quelque part, ne pas bouger, comme dans une sclérose en plaques. Et de l'autre côté, j'ai envie de vivre ma vie. Et la phrase clé du syndrome du gisant, c'est une phrase que j'ai entendue des centaines, voire des milliers de fois. J'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. J'ai l'impression que je suis freiné. J'ai l'impression que je suis double. C'est comme s'il y avait deux personnes en moi. Une personne qui voulait vivre et une personne qui était amorphe, qui ne bouge pas, etc. Eh bien, ces phrases clés vont nous entraîner directement sur les terres du syndrome du gisant et de la réparation automatique transgénérationnelle d'un décès injustifié, injustifiable. Et là, il va y avoir toute une cohorte de symptômes qui vont, je dirais, compléter cette philosophie de base, c'est-à-dire, par exemple, le discours, c'est les gens qui parlent tout doucement, on ne chante pas trop, parce qu'on est en deuil, tout ça. Ça peut être les maladies, par exemple, comme une sclérose en plaques, ça peut être un diabète, parce que le diabète, c'est l'énergie, c'est le sucre, et le sucre, c'est quoi? C'est pour faire bouger les morts. Donc le sucre, c'est, je le garde en réserve pour faire bouger le mort. Il y a d'autres maladies plutôt digestives, etc. Il y a tout un catalogue comme ça. Mais il y a d'autres symptômes, comme si c'est les symptômes comportementaux. Comme je suis en deuil, par exemple, je m'habille souvent en noir, instinctivement. Alors bien sûr, de s'habiller en noir pendant les fêtes, c'est normal, mais quand vous avez quelqu'un qui, en plein été, s'habille en noir et en plus qui est tout frileux, là, il y a quelque chose qui n'est pas habituel. C'est par exemple, je ne supporte pas le bruit, j'en ai chez nous, on fait très très doucement. La musique, au contraire, c'est plutôt mineur, plutôt light, etc. Ou alors le gothique, où là vous avez la personnification du gisant. Alors là, c'est carrément physiquement, ils sont tout en noir, avec la peau qui est blafarde, etc. Et à mon avis, les gothiques sont très concernés par le syndrome du gisant. Et là, vous avez comme ça un certain nombre de symptômes, des métiers, des caractéristiques précises. Et le résultat, c'est que la personne ne vit pas sa vie. Donc le symptôme est souvent psychique, psychologique, c'est des gens qui ont des questionnements existentiels, des gens qui ne s'autorisent pas à vivre, des gens qui ne prennent pas du plaisir à vivre, parce qu'ils ne s'autorisent pas, puisqu'ils doivent être fidèles au drame, au deuil, donc on n'a pas le droit de s'amuser, etc. Et on s'aperçoit qu'un des symptômes, c'est l'absence de plaisir, c'est la tristesse, c'est la non-autorisation au plaisir. Et quand on met en évidence ça, et aujourd'hui, puisque le syndrome du gisant commence à se répandre, il y a plein de guérisons, je dirais même textuelles, parce que quand les gens lisent le livre, ben, ils s'aperçoivent que je parle de leur histoire, mais je ne parle pas de leur histoire particulièrement, je parle de l'histoire du gisant, qui est quelque part universelle, puisque je pense que le syndrome du gisant, c'est un thème qui est plutôt collectif et non pas précis pour une ville ou pour certaines personnes. C'est un mécanisme qui est automatique puisqu'il appartient à notre inconscient collectif. La difficulté dans le syndrome du gisant, c'est quand il y a un seul défunt, c'est ce que j'appelle l'unifactoriel, c'est très facile, ça va très vite. Et pour d'autres cas où il y a plusieurs défunts au niveau de la responsabilité transgénérationnelle, c'est un petit peu plus lent. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des changements. J'ai eu encore des témoignages récemment, des changements
qui ne se font pas d'une manière brusque obligatoirement, mais ça se fait petit à petit, parce que l'inconscient, il ne fonctionne pas toujours d'une manière très rapide comme ça, parce que les gens, vous savez, quand vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre pendant 30 ans ou 40 ans, c'est pas évident de récupérer une vie personnelle avec tous ses avantages et ses inconvénients en quelque temps. Et ça se fait petit à petit. Et là, je fais confiance à l'inconscient de la personne qui va la guider pour sortir. Et de temps en temps, il faut l'aider par quelques techniques psychocorporelles. Et là, on a des résultats, je dirais, somme toute, assez satisfaisants dans l'ensemble. Donc, l'influence du transgénérationnel pour certaines personnes n'est plus à démontrer. Et c'est l'intérêt de l'étude de l'arbre généalogique qui va nous permettre d'aider encore plus les personnes en recherche, soit pour leur maladie, soit pour leur questionnement existentiel.